Du coup, je tiens à vous remercier de vous être connecté ce matin à cette conférence sur comment intégrer votre entreprise dans l'économie circulaire. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Donc, comme vous le savez certainement, ces événements ont lieu dans le cadre des Sustainability Cycles de la House of Sustainability. Donc, je ferme juste le suivi des participants, comme ça je pourrais moi aussi changer les slides à nouveau. Alors, on recommence. Voilà, les slides fonctionnent de mon côté, donc tout est bon. Donc, je m'appelle Elisa Mendes, je suis conseillère technologie et environnement à la Chambre des métiers et fais partie donc de ce partenariat qui est la House of Sustainability entre la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Comme vous avez pu le voir dans le programme aujourd'hui, on a des intervenants de grand intérêt et je pense qu'ils vous apprendront aussi pas mal de nouvelles choses. On commencera avec Madame Toc de Let's Go Circular qui nous expliquera la stratégie de l'économie circulaire du Luxembourg. Thibaut Votelet de Positive Impact nous expliquera un peu l'économie circulaire, d'où trouver les informations, comment s'intégrer, comment un peu appréhender cette bête qu'on ne connaît peut-être pas encore tous. Jérôme Tirex de chez Terra Matters nous expliquera le projet qui est en cours du côté de la Product Circularity Datasheet. Donc, si vous n'en avez pas encore parlé, c'est aussi fort intéressant. Il y a des idées à prendre et pour l'avenir, définitivement. On passera à la plateforme digitale présentée par Jean-Yves Marie de BMY. Pareil, très intéressant pour la déconstruction, la réutilisation des matériaux. Restez là à l'écoute. Et nous terminerons avec une petite success story. Notre société qui intervient aujourd'hui, c'est Composil, représentée par Nicolas Delvaux. Il nous présentera en fait comment intégrer la réutilisation de moquettes dans l'économie circulaire. Ils ont une chouette histoire à nous raconter à ce sujet-là. Et enfin, on aura une petite session de questions-réponses qui se fera tout à la fin. Par contre, si vous avez des questions au moment des interventions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Au moment de la session questions-réponses, on passera à travers le chat pour aussi prendre en compte ces questions-là, ou à l'oral si vous n'avez pas peur de nous montrer votre beau visage. Donc voilà, je passe la parole au premier intervenant qui est donc Laurent Stock, et je vais arrêter le partage de ma fenêtre pour qu'elle puisse partager sa présentation. Alors, on voit le PowerPoint. Le mode plein écran n'est pas encore activé, mais il va arriver bientôt. Oui, donc bonjour de votre côté. J'espère que vous voyez bien les slides aussi maintenant en plein écran. Donc, je suis pas encore, malheureusement. Ils ne sont pas encore en plein écran. Je vous confirme dès que c'est le cas. Non, toujours pas. Non, c'est pas. Quand vous avez choisi le bouton partage d'écran, vous avez choisi partager l'application, partager la fenêtre. Peut-être il y a une option à ce niveau-là. Alors, on revoit le PowerPoint, pas encore en plein écran. Toujours pas? Non, toujours pas. Peut-être reprendre le PDF comme tantôt? Oui. Alors là, on voit le PDF. Et on C'est voit bon. le plein écran. Super, merci beaucoup. Parfait. Donc, bonjour de notre côté à tous et à toutes. Donc, Toc Laurence du ministère de l'Économie. Donc, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui la stratégie économie circulaire du Luxembourg, qui est un travail collaboratif entre divers ministères, donc le ministère de l'Économie, le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire et le ministère de l'Environnement, qui était à la base de la rédaction du document en 2021. Et donc, le tout est promu sous le slogan Let's Go Circular. Donc, pour commencer un peu l'historique de l'économie circulaire au Luxembourg, donc en 2014 déjà, une première étude a été faite pour
identifié les opportunités de l'économie circulaire au Luxembourg. Puis, l'économie circulaire était un des piliers transverses principaux de l'étude de Rifkin qui a été faite. Et après, la notion se retrouve notamment dans le plan national énergie et climat et aussi le plan national pour un développement durable et la stratégie zéro déchet. Et par la suite, donc, la stratégie économie circulaire qui reprend un peu tous les travaux qui a été fait déjà en amont et aussi les différentes actions qui étaient identifiées dans ces stratégies. Donc, pour commencer un peu de théorie et les bases, qu'est-ce que c'est vraiment l'économie circulaire? Donc, l'économie circulaire, c'est défini dans la stratégie zéro déchet comme un système de production et d'échange de biens et de services qui adopte une approche holistique de la gestion des stocks et des flux de matière et d'énergie, tenant compte des capacités régénératrices de notre planète et intégrant des aspects de bien-être humain. Donc, ce qui est important, donc, c'est vraiment pas uniquement la valeur économique qui joue, mais aussi bien les notions de bien-être et de valeurs sociales qui sont intégrées. Les principes clés, c'est vraiment de considérer toute la chaîne de valeur et de boucler les cycles biologiques et techniques, et aussi donc de prendre en compte la colline de valeur que je vais expliquer plus tard pour arriver à des modèles économiques circulaires. Aussi, le Conseil supérieur pour un développement durable, il a déterminé les 7 principes de l'économie circulaire que vous voyez ici. Donc, on retrouve notamment la notion de chaîne de valeur et des cycles biologiques et technologiques, avec aussi les impacts positifs qui sont à créer et donc les impacts négatifs qui sont à éviter, et notamment aussi l'objectif de régénérer aussi la nature et de créer des chaînes de valeur locales de proximité. Voici la colline de valeur. Donc, le principe est assez simple. Donc, l'objectif est de garder la valeur la plus élevée tout au long de la chaîne de valeur. Donc, d'abord, créer de la valeur à travers l'éco-conception aussi, puis essayer de conserver la valeur au maximum, donc d'étendre la durée de vie et la longévité des produits dans son cycle. Et après, une fois essayer de récupérer, revaloriser au maximum les produits et de les ramener dans le cycle. Et donc d'éviter les déchets. Voici plus ou moins la même illustration encore qui voit vraiment aussi l'interaction entre les deux cycles, le cycle biologique et le cycle technique. Donc avec l'idée d'éviter au maximum les déchets et de ramener tout dans les cycles et de garder au maximum tous les nutriments, soit dans le cycle biologique ou technique. Toutes ces notions, ils ont été aussi intégrées dans la stratégie zéro déchet, qui a notamment essayé aussi de faire le lien entre la colline de valeur et les deux cycles biologiques et technologiques avec la pyramide des déchets qui, je suppose, est bien connue par toutes les entreprises, où on commence donc à créer de la valeur et donc on fait tout pour éviter les déchets. Après, dans la phase utilisation, on essaye de conserver au maximum la valeur. Donc, c'est de réparer, d'augmenter la longévité des produits, de favoriser donc aussi le réemploi. Et dans la dernière phase, donc récupérer la valeur avec toutes les mesures pour reconditionner, réemployer et réutiliser. Et juste aux dernières possibilités, s'il n'y a vraiment pas de possibilité de récupérer la valorisation des déchets. Après cette introduction des bases de l'économie circulaire, maintenant vraiment en détail la stratégie économie circulaire. Donc comme déjà annoncé, donc c'est un travail collaboratif entre les différents ministères et c'est notamment une boîte à outils qui permet d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire au Luxembourg. Quels sont ces différents types d'outils et méthodes? On distingue notamment 3 types d'outils et de méthodes. C'est d'un côté le cadre réglementaire,
avec vraiment les lois, les réglementations et les normes qui sont adaptées en faveur de l'économie circulaire, avec là-dedans aussi les marchés publics. Et dans le deuxième point, donc le cadre financier, tous les incitations économiques, notamment aussi aux entreprises, pour favoriser une économie circulaire et d'aller vers des modèles économiques circulaires. Et en dernier lieu, la création et la gestion des connaissances, donc de mettre à disposition de tous les acteurs de l'économie circulaire, donc des particuliers aux entreprises et aux institutions publiques, toutes les informations dans le domaine, de garder aussi l'état de la technologie, de voir comment ça évolue et de mettre à disposition toutes ces informations-là. Et donc, une fois qu'on a ces outils, l'objectif, c'est de les connecter le long des chaînes de valeur. Et donc, ici, on voit donc à travers les colonnes et les lignes, le lien entre les différents outils et aussi les trois phases de la colline de valeur, donc la création de la valeur, la conservation de la valeur et la récupération de la valeur. Et on voit, par exemple, là-dedans, dans la catégorie de la gestion des informations, aussi l'information sur les propriétés circulaires des produits et les caractéristiques de circularité des produits. Donc là, il y aura après la présentation encore de M. Direx sur le PCDS qui rentre dans cette catégorie-là. On voit aussi tous les subsides, notamment en faveur du réemploi, de la réparation et après, en première colonne, donc les marchés publics et le cadre réglementaire. La mise en œuvre de la stratégie économie se base sur un processus de co-création. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes, tous les acteurs clés du secteur privé et public, et d'avancer ensemble pour identifier aussi des projets pilotes et de voir sur base des outils réglementaires, financiers et de gestion de connaissances comment on peut accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire. J'ai repris ici quelques projets de démonstration à travers aussi les différents secteurs d'activité au Luxembourg. Pour la reconstruction, par exemple, on retrouve l'idée de mettre en place une plateforme de réemploi pour la réutilisation des matériaux de construction. Donc là, ensemble avec Lux Innovation, une première étude a été faite pour voir déjà quels sont les différents business models qui sont appropriés pour mettre en œuvre une telle plateforme et aussi quel est l'avantage d'avoir une plateforme virtuelle ou physique ou la combinaison des deux. Après, pour le secteur financier, on trouve notamment toute la gestion sur les modèles de gestion circulaire, aussi avec des modèles de l'économie du partage, que je vais expliquer encore plus après. Après, pour tout ce qui est alimentation et matériaux biosourcés, on peut par exemple mentionner aussi l'utilisation des matériaux biosourcés pour le domaine de la construction, notamment l'utilisation du bois dans la construction. Là, il y a aussi le projet pilote initié par l'État à travers Lux Innovation de mettre en œuvre une plateforme, les e-Holsaf, qui permettent de mettre en contact l'offre et la demande au niveau du bois, et donc ce qui permet de mieux valoriser les ressources en bois. Pour le côté industrie, on retrouve le PCDS qui sera expliqué par M. Direx de Terramatas, et aussi les zones d'activité économique où le ministère de l'économie il a développé aussi des lignes directrices pour indiquer comment mettre en œuvre de telles zones d'activité qui permettent d'utiliser les synergies entre les différentes activités d'une zone d'activité et aussi d'exploiter au mieux la surface disponible pour, par exemple, des activités de partage d'équipements ou de mutualisation de différents services dans des zones d'activité. L'idée, donc, c'est vraiment de mettre en œuvre des feuilles de route pour des projets avec les différents outils, donc réglementaires, financiers et transfert de connaissances, et de les mettre sur une timeline et donc de
de développer les différentes actions afin de mettre en œuvre le projet. Voici donc un exemple concret où le ministère de l'économie a fait un appel pour favoriser l'économie de partage. Donc, un appel à projet a été lancé l'année passée dans le but de créer des espaces de partage, donc pour mieux utiliser les équipements et d'éviter donc que chacun possède soi-même différents équipements qu'il n'utilise rarement. Et donc, 3 lauréats ont été nommés lors de l'Impact Days en juillet. C'est d'un côté le projet de Poste Luxembourg pour la création d'un kiosque de partage pour la location d'appareils de bricolage. Donc, l'idée, c'est d'utiliser une plateforme un peu comme les Pack-up Stations, où donc un utilisateur peut aller récupérer, louer différents équipements de l'électroménager ou à la visseuse, donc différents types d'outils, et ainsi donc favoriser l'utilisation des équipements. Pour General Technique, donc c'est un autre projet dédié au domaine de la construction du do-it-yourself. Donc c'est aussi l'idée de mettre en location différents outils pour une courte durée. Et après, le dernier projet, c'est Microtarians, où c'est la mise en location de matériel de cuisine. Donc, soit des fours de raclette, des robots de cuisine, donc différents appareils qu'on utilise pas régulièrement à la maison. Quant à la gouvernance, donc, qui a été établie dans le cadre de la stratégie économie circulaire, donc d'un côté, il y a une unité de coordination nationale qui représente les différents ministères impliqués et qui est aussi le point de contact unique pour tous les acteurs de l'économie circulaire au Luxembourg pour recevoir des informations et d'échanger aussi sur des projets pilotes, les feuilles de route des projets de démonstration. Et donc, donc les informations sont disponibles sur le portail internet circulareconomy.lu, donc où vous retrouvez toutes les informations, notamment par rapport à la stratégie, donc les documents de la stratégie économie circulaire Luxembourg, et où il y a aussi des pages dédiées aux différents types d'acteurs, donc d'un côté les particuliers, mais aussi une page dédiée pour les entreprises, où les entreprises peuvent s'informer sur toutes les opportunités qu'il y a pour les entreprises dans l'économie circulaire au Luxembourg. Il y a aussi une page avec des projets pilotes qui étaient initiés par l'État dans le domaine de l'économie circulaire. On y voit par exemple les guides pour les zones d'activité circulaire, des projets comme Almen ou Wunemata-Vols. Donc là, c'est vraiment l'inventaire de différents documents d'informations qui sont disponibles et d'informations sur des projets pilotes. Et surtout, si vous êtes intéressé à apprendre plus sur le sujet et de rester informé et d'avoir toujours les dernières actualités, donc je vous conseille de vous inscrire à la newsletter mensuelle qui permet de donner un aperçu tant des activités au Luxembourg que aussi à l'international dans différents domaines, que ce soit vraiment les business models, que ce soit au niveau aussi de la bioéconomie. Il y a des paragraphes dédiés pour l'innovation et la technologie et aussi pour tout ce qui est financement et investissement. Et il y a encore d'autres autres canaux d'information, donc c'est la page LinkedIn de Let's Go Circular et aussi avec en partenariat d'InfoGreen, la page Let's Go Circular sur InfoGreen. Et donc, pour finir, je vais mettre encore en avant quelques pistes de support du ministère de l'économie et des ministères pour encourager aussi les entreprises d'aller dans la direction de l'économie circulaire, d'être innovants, d'essayer différentes choses. Et donc, on a différents outils de support, que ce soit dans le domaine de la recherche et du développement, des aides à l'investissement aussi en fonction de différentes activités qui permettent de protéger l'environnement et notamment aussi les aides dédiées pour les PME.
et surtout les programmes qui viennent d'être lancés récemment, donc le Fit for Sustainability ou les SME Packages, qui permettent à l'entreprise de commencer leur démarche dans l'économie circulaire, d'identifier déjà où ils se situent actuellement et d'identifier un plan d'action qui leur permette d'éviter le gaspillage des ressources et de mieux utiliser toutes les ressources, que ce soit matériaux ou énergie. Aussi, en collaboration avec Luxembourg Innovation, il y a le Circular by Design Challenge, donc qui est lancé annuellement et donc qui permet de faire des efforts au niveau de l'éco-design et donc de vraiment réfléchir dès le départ comment un produit peut être conçu dans une optique de l'économie circulaire. Et ici, donc, vous trouvez toutes les informations supplémentaires sur guichet.lu en contactant Lux Innovation, la House of Sustainability, la Chambre de commerce et la Chambre de métier. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions à la fin. Merci. Merci beaucoup pour cette chouette présentation. Nous allons passer maintenant à Thibaut Vautelet qui va nous parler de comment l'économie circulaire peut aider les entreprises à innover. Je vous laisse partager votre écran, Thibaut. C'est bon, on voit tout en Bon. grand. Ok, super. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Thibaut Vautelet, donc je suis chef de projet chez Positive Impact et j'ai l'occasion aujourd'hui en fait de vous parler plus en détail en fait de comment implémenter l'économie circulaire au sein de votre entreprise. Et l'idée ici de la présentation, c'est surtout dans le temps limité de vous montrer quand même pas mal d'exemples d'entreprises qui ont intégré l'économie circulaire et comment elles l'ont fait et quelles sont aussi les opportunités qui découlent en fait de cette intégration de l'économie circulaire. Et notre société, donc Positive Impact, en fait, on est une société de conseil en économie circulaire. On a contribué à toute une série en fait de stratégies au niveau national, dont certaines qui ont été citées par Laurence, la stratégie No Lofal de Let's Abogish, le guide d'implémentation de l'économie circulaire au sein des zones d'activité, mais également le Product Security Datasheet. Et on est aussi un acteur agréé pour accompagner les PME ou les différentes entreprises dans le cadre du Fit for Sustainability. On accompagne notamment différents acteurs au Luxembourg, qu'on a déjà fait dans le programme précédent qui était Fit for Circularity. Et donc on a une empreinte à la fois luxembourgeoise, mais également dans différents projets de collaboration européens sur lesquels on travaille également en collaboration avec d'autres acteurs extérieurs. La première question que vous pouvez sûrement, quand vous avez rejoint ou quand vous avez vu cette invitation sur l'économie circulaire, c'est déjà, probablement vous avez une curiosité par rapport à l'économie circulaire si vous êtes ici, mais c'est aussi de savoir en quoi ça me concerne vraiment l'économie circulaire, qui est une question très valable. Et en fait, si vous regardez tout autour de vous au niveau des nouvelles, mais également dans ce qui se passe dans le monde socio-économique, il y a énormément de changements qui s'opèrent au quotidien. Changement climatique, des crises socio-économiques, la crise Covid, les crises énergétiques, les guerres qui se passent. Et toutes ces crises, en fait, elles ne vont pas s'arrêter. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais en plus de ça, en fait, elles ont un impact d'une manière ou d'une autre sur la manière dont on consomme, la manière dont on se déplace, la manière dont on va utiliser nos ressources. Et ça a un impact directement, en fait, sur votre business. Donc ça, c'est le point commun pour tout business, c'est qu'on est impacté d'une manière ou d'une autre par ces changements-là. Et la vraie question, c'est de pas de savoir si on va atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, c'est plutôt de savoir comment, en tant qu'entreprise, on va pouvoir créer en fait une résilience face à ces changements. Parce que ces changements, ils vont s'opérer, on n'arrivera pas à les arrêter. Ils sont en train de se faire, ils sont en train de s'accélérer. Et donc, la question clé, c'est vraiment pour vous, c'est de savoir comment je peux créer une certaine résilience par rapport à ces changements. Et là, l'économie circulaire, en fait, entre en jeu parce qu'elle offre un panel de solutions qui vont vous permettre à la fois d'innover, que ce soit votre modèle économique, mais également au niveau de votre produit, pour répondre à ces besoins changeants, mais également d'avoir une meilleure gestion, en fait, des ressources, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Si je prends par exemple un exemple de la crise Covid, le télétravail, c'était un gros changement. Il y a 3 ans, il n'y a personne qui parlait de télétravail. Maintenant, il y a énormément de bureaux qui sont en fait inutilisés.
et c'est un coût non négligeable pour certaines entreprises. Donc, il y a des questions maintenant qui se font par rapport à comment on va gérer, en fait, ou mieux gérer ce patrimoine immobilier ou nos bureaux pour, en fait, avoir une meilleure utilisation des ressources. Donc, les ressources, c'est à la fois matériel, mais c'est tout ce qui touche à l'entreprise, pour l'opération d'entreprise. L'autre question, c'est que si vous voulez intégrer l'économie circulaire, c'est que ça va demander un changement fondamental dans votre manière de voir comment vous concevez vos produits, comment vous les fabriquez, mais également comment ils sont utilisés à travers tout le cycle de vie. Et donc ce changement de paradigme, il est nécessaire parce que si vous n'opérez pas ce changement en interne de votre entreprise, vous n'arriverez pas à capitaliser vraiment sur toutes les opportunités que l'économie circulaire vous offre en fait. Et là, je vais essayer d'illustrer en fait ces différentes opportunités au cours des prochaines slides à travers plein d'exemples d'entreprises et d'expliquer aussi pourquoi en fait ces entreprises se sont intégrées dans l'économie circulaire. Parce qu'il y a énormément en fait d'exemples autour de vous qui mettent déjà en place l'économie circulaire. Et donc c'est pas nouveau, mais il faut vraiment en fait un changement radical en interne pour pouvoir vraiment capitaliser là-dessus. Tout d'abord, avant de commencer d'expliquer l'économie circulaire, il faut aussi parler de l'économie linéaire. C'est un peu le modèle économique sur lequel on s'est basé sur les 50 dernières années principalement, voire quasi le dernier siècle. Et là, j'ai essayé de le représenter de manière très simplifiée, aussi à l'image de la colline de valeur que Laurent Stock a déjà introduit précédemment. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'à chaque étape de la chaîne de valeur, quelle que soit la position de l'acteur économique, il crée de la valeur. Ici, j'ai pris l'exemple d'une poutre métallique. On extrait le minerai, on va le transformer en lingot métallique. Et à chaque étape en fait, de la chaîne de valeur, on voit par les cercles qu'il y a une augmentation de la valeur. Et donc, au final, on a un produit qui a une très haute valeur ajoutée, qui va s'intégrer dans une structure métallique, comme par exemple un parking ou un bâtiment. Dans cette économie linéaire, souvent, à la fin de la durée de vie du produit, on détruit en fait cette utilisation et cette matière. Dans le cas du métal, on a quand même de la chance, on arrive à facilement le recycler. Mais si vous voyez de manière ici, ce qu'on a fait vraiment, c'est que la valeur du métal qui est recyclé, souvent c'est dans la même benne, on n'a pas du tout une connaissance sur la qualité du métal, la valeur est tout à fait inférieure à la valeur d'une matière première. Parce qu'on a totalement détruit cette valeur, on a totalement détruit la qualité. Et donc, même si on va fermer une boucle, on va recycler ce métal-là, parce que là, dans le cas du métal, c'est possible. Il y a énormément de matériaux actuellement, c'est très difficile. Soit ils sont incinérés, ou soit c'est du downcycling. Donc, on perd une certaine qualité des matériaux. Et donc, ce modèle économique de la linéaire est vraiment basé sur cette production de valeur économique sans tenir en compte la fin d'usage, et également d'essayer d'optimiser durant l'usage cette valeur en fait. Et l'économie circulaire, au plus profond, c'est vraiment un changement de conception et de voir plutôt comment on peut mieux utiliser le stock de nos ressources, mais surtout comment on peut optimiser la valeur économique intrinsèque de nos ressources. Et ici, elle est illustrée par cette colline de valeur où il y aura différentes stratégies que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise, au sein de différents équipements que vous utilisez dans votre entreprise et au sein des différents services que vous offrez avec votre entreprise. Et toutes ces stratégies, en fait, sont basées sur ce principe de comment on peut mieux gérer et mieux, en fait, préserver la valeur de nos ressources. Et donc, vous avez tout un ensemble de stratégies qui vont être au-dessus de cette colline de valeur pour prolonger la durée de vie des produits. Et puis ensuite, on aura d'autres stratégies ici qui vont être plus pour récupérer de la valeur et en fait la redistribuer. Et on voit qu'en fin de cycle, on a le recyclage. Il y a une raison vraiment pour ça qu'on l'a mis le plus bas possible, à la fois d'un point de vue économique, parce que là, c'est vraiment la fin au niveau de la valeur économique que vous pourrez extraire, mais également en termes d'énergie, en fait. Si vous regardez toutes les étapes précédentes, c'est des étapes en termes d'énergie vont consommer beaucoup moins d'énergie par rapport à du recyclage matériaux. Et je vais vous illustrer en fait les différentes stratégies ou principes qui sont décrits ici à travers des exemples concrets de comment certaines entreprises ont développé des solutions par rapport à ça ou comment ça a été intégré au sein d'entreprises. La première stratégie, c'est vraiment d'éviter l'usage unique.
avec l'exemple du gobelet en plastique, avoir un gobelet en verre ou d'autres récipients. Mais il y a énormément en fait de packaging que vous utilisez en tant qu'entreprise et c'est de voir comment on peut éviter l'usage unique de ces packaging, soit en utilisant dans l'alimentaire notamment le vrac, mais également on voit qu'il y a certaines entreprises qui commencent à développer des solutions où elles sont déjà sur le marché, ces solutions de packaging réutilisables et qui vont être facilement réadaptables ou réutilisables dans le temps. Plus localement, ici au Luxembourg, il y a deux exemples concrets au niveau de l'usage pour différents cycles. Au niveau packaging, il y a Nonelbox qui offre en fait des packaging réutilisables. Et en fait, ça permet à Nonelbox de créer en fait un lien avec son client sur plusieurs cycles. C'est pas juste une vente et puis ensuite on n'a plus de contact avec le client, mais ça permet en fait de maintenir un certain avantage compétitif auprès de ses clients. Bamolux en fait offre également des cloisons réutilisables. Euh, c'est sûr que le prix en fait d'installation est légèrement supérieur, mais si vous tenez compte de tout le cycle de vie, parce que dans l'aménagement intérieur, c'est rare que l'aménagement dure 5 ou 10 ans. Souvent, au bout de 10 ans, il y a un nouveau locataire où on va restructurer différemment l'aménagement et donc on va démonter ses parois. Et en fait, si vous tenez en compte le prix et le coût à la fin de cette déconstruction, la cloison réutilisable en fait sera beaucoup moins chère parce que Bamolux s'engage en fait à vous payer un prix de récupération et donc vous récupérez en fait le surcoût que vous avez payé peut-être en amont, mais vous allez le récupérer. Et donc c'est des solutions qui existent, qui sont déjà en place. Ici, Repack, ça peut être très intéressant pour tous ceux qui sont dans le commerce et le e-commerce, parce qu'en fait, ce sont des emballages réutilisables qui sont facilement utilisables, notamment c'est utilisé en Belgique par pas mal d'acteurs dans tout ce qui est secteur vestimentaire, que ce soit les chaussures, que ce soit les vêtements, mais ça peut être adaptable à d'autres types de produits. Et ça leur permet d'éviter d'avoir des emballages à usage unique. Et ils reçoivent en fait un certain contact client parce que soit les clients peuvent redéposer l'emballage chez eux, donc ils doivent revenir chez eux, ou soit ils ont d'autres endroits pour les déposer. Donc ça crée aussi un certain lien client en fait derrière. Notamment dans cette optique de étendre la durée de vie, vous avez tout ce qui touche à la réparation, à la maintenance, qui devient de plus en plus important parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui vont aller dans ce sens-là, d'imposer, d'avoir plus de transparence sur la réparabilité. À droite, il y a l'indice de réparabilité qui est en France, qui était maintenant une norme obligatoire pour tous les électroménagers et les articles électroniques. Ça va se faire également au niveau européen et ça va être imposé par tous les États membres. Donc vous allez avoir cet indicateur de transparence qui va être là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait maintenant qui essaient de se positionner sur ce marché de la réparation. Parce que ça va devenir une obligation d'avoir cette facilité de réparation et de permettre ça. Et donc il y a des business models qui se créent autour de la réparation, d'outillage. On a ici l'exemple aussi de Fairphone, qui est plus un exemple de comment on peut créer en fait un GSM qui est facilement adaptable et réparable dans le temps à travers la conception du produit. Et donc tous ces modèles liés à la réparation, ça implique aussi de voir comment votre produit a été conçu et comment il peut être facilement réparé et d'offrir potentiellement aussi des services autour de cette réparation. Un autre exemple qui est assez intéressant, que j'avais rencontré la personne, donc c'est tout ce qui est adaptabilité dans le temps. En fait, donc Mati Bible, c'est une menuiserie qui fait différents meubles. Voilà, on a aussi ça au Luxembourg, c'est un business qui est assez répandu. Le gros challenge pour ces entreprises-là, qui sont des PME, c'est de faire face à des gros IKEA ou des gros de la distribution qui sont sur un marché de masse et qui cassent tous les prix parce qu'ils ont une grosse part de marché, mais également parce qu'il y a énormément de meubles qui viennent de Chine à des très bas coûts. Mais eux, pour rester compétitifs dans cet environnement-là, donc la solution que Mati by Balls a envisagée, c'était de revoir en fait la conception de ces produits et se dire, je vais vendre en fait une expérience unique au client et lui dire en fait que mon produit, en achetant certains modules par après, tu vas pouvoir faire évoluer ce produit-là, en fait. Et donc, vous achetez pour votre enfant un premier module qui va permettre, pour une certaine durée d'âge de l'enfant, d'avoir un lit. Et puis ensuite, au fur et à mesure que l'enfant évolue, vous allez pouvoir acheter 2, 3 autres modules qui vont vous permettre, en fait,
de faire évoluer l'ameublement de la chambre de votre enfant. Et de cette manière-là, il permet en fait de créer une relation avec le client qui va revenir chez lui et racheter certains autres modules. Voilà. Et de rester aussi compétitif sur un marché où vraiment c'est le prix qui compte. Et donc, c'est de voir comment on peut en fait rester compétitif sur ce marché-là. Un autre stratégie, c'est tout ce qui est au niveau du partage. Il y a eu énormément de modèles qui existent déjà actuellement sur le partage. Là, l'idée, c'est vraiment de comment on peut mieux optimiser l'utilisation de nos produits parce qu'il y a énormément de produits qui dorment, notamment si vous pensez à la visseuse que vous avez sûrement à la maison. En moyenne, une visseuse, un moteur d'une visseuse en tout cas, fonctionne plus ou moins 7 minutes sur toute sa durée de vie. Donc le moteur, le zzz, zzz, ça fonctionne 7 minutes. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de voir à travers de l'économie de partage ou des modèles de partage, c'est comment on peut optimiser l'utilisation de ces ressources. Et il y a différents modèles, que ce soit à l'usage, que ce soit à la location. Il y a eu des exemples qui ont été donnés aussi par Laurence au niveau des kiosques qui mettent à disposition et un partage de différents outils. Ici, on a des exemples aussi de plateformes multi-acteurs. Donc, c'est un partage d'une même voiture entre différents voisins. Ici, c'est un autre modèle qui est assez innovant, c'est de dire en fait, je donne accès à un vélo qui va évoluer avec l'enfant sur 10 ans. Donc, vous fidélisez la personne. Donc, au lieu de vendre un vélo, en fait, vous offrez l'accès à un vélo qui va pouvoir évoluer sur 10 ans pour l'enfant qui va grandir, en fait. Et ça vous permet vraiment de créer un lien avec le client. C'est une autre manière de voir, au lieu de vendre le vélo, vous faites en fait un accès à ce vélo-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans tout ce qui est on va dire textile, il y a énormément en fait de locations qui se commencent à se développer et un partage. Là-ci, c'est une photo assez atypique parce que c'est à la Galerie Lafayette qui est assez luxueuse et on peut penser que c'est uniquement de la vente, mais en fait, ils ont compris qu'il y a une opportunité business à développer là, qui est en fait la location et le partage de produits. Et donc, c'est assez intéressant de voir que également ces industries se positionnent sur ce domaine-là. Un autre modèle économique qui est assez vertueux, c'est le product as a service. Donc là, en fait, vous ne vendez plus le produit, vous donnez un accès en fait au produit. C'est une vente de location, leasing, avec certaines conditions. Et la vertuosité en fait de ce business model, c'est en fait ça vous implique en tant qu'entreprise à concevoir votre produit de manière à ce qu'il va durer parce qu'en fait il va être mis en location ou qu'il soit facilement réutilisable ou également réparable dans le temps. Il y a énormément d'exemples. Ici, j'en ai cité quelques-uns, notamment par exemple Philippe qui offre en fait un service de location de luminaires parce qu'en fait, quand vous achetez des luminaires, ce qui vous intéresse surtout en tant qu'entreprise, c'est la consommation électrique, mais également d'avoir les lumens nécessaires, que ce soit dans les bureaux ou dans votre hall de production. Un autre exemple, mais j'aurais pu aussi citer General Technique, c'est Ilti, qui offre un service de location, mais aussi de gestion de parc machine. Parce que si vous faites le calcul en tant qu'entreprise, quand vous avez un parc outil de machines, du temps que vous devez passer à savoir où sont vos machines, si à un moment donné, il y a une machine qui tombe en panne sur un chantier, ben, ça l'arrête le chantier. La personne en plus qui a la machine doit la rapporter chez le prestataire qui va faire la réparation. Si vous calculez tous ces coûts, en fait, et l'impact que ça a aussi sur votre business, vous vous rendez compte d'avoir une solution du type Ilti ou autre, avec une gestion et une garantie en fait d'avoir accès 24 heures sur 24 à un panel de machines-outils qui sont fonctionnels, le coût en fait est beaucoup plus intéressant en fait avec ce type de solution. Mais il faut faire le calcul de voir tous ces coûts cachés en fait derrière. Et c'est en fait le modèle économique qui est derrière tout. La même chose pour Xerox. En fait, Xerox, ils ont lancé un modèle de location de leurs produits. C'est pas parce qu'ils voulaient être économie circulaire, parce qu'on ne parlait pas spécialement d'économie circulaire à l'époque. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que leurs produits étaient trop chers, du fait qu'ils avaient une qualité supérieure au marché. Et ils se sont dit, il n'y a personne qui veut les acheter. Donc ils se sont dit, mais on va changer notre modèle économique. On va le mettre sous forme de location et on va donner un accès à un panel de services autour de l'imprimante. Et c'est de là, en fait, et maintenant, c'est un modèle économique qui est partout, en fait. Là, vous avez un autre exemple d'une entreprise qui est Bundles aux Pays-Bas et qui offre un service de location
et d'accès, en fait, vous payez uniquement à l'utilisation de la machine à laver. Ça peut être basique parce que ça existe déjà avec les laveries, mais en fait, vous pouvez voir ça, ce concept-là également dans des immeubles à appartements où vous optimisez mieux en fait l'espace qui est alloué à chaque appartement. Parce que avoir un espace dédié à la machine à laver qui est utilisé 3 à 4 fois par semaine, c'est beaucoup d'espace au mètre carré et au prix que ça coûte actuellement, alors qu'on pourrait le mettre en commun à travers plusieurs utilisateurs. Ensuite, si on va à d'autres niveaux, notamment à la redistribution, donc une fois que vous avez prolongé la durée de vie du produit, il y a d'autres stratégies que vous pouvez mettre aussi en place, c'est soit la réutilisation ou la redistribution de ces produits. On a par exemple un exemple, Retuna, qui est plutôt dans les pays nordiques. C'est un supermarché qui est uniquement en fait des produits et des commerces de seconde main. Donc ils ont créé en fait ce supermarché. Et on voit en fait cette tendance vers le seconde main qui est de plus en plus important, notamment qui a été boostée par la crise Covid, qui a vraiment un attrait à la seconde main. Et en fait, ça pose un gros challenge pour les entreprises dont le modèle est basé sur la vente. Et vous voyez énormément en fait d'entreprises qui commencent à essayer de voir comment elles peuvent faire partie de de ce marché de seconde main en fait. Notamment là l'exemple de Vestiaire Collectif, c'est plus en France au niveau du textile, mais qui se positionne également sur la vente de seconde main. Au niveau de la construction, il y aura aussi BIMWay qui va présenter une solution, mais on voit aussi une tendance à essayer de voir comment en fait on peut offrir une seconde vie à plein de matériaux ou d'équipements du bâtiment de la construction. Et ça demande la mise en place de différents mécanismes, et il y a certaines plateformes qui essayent en fait de créer une place de marché pour la revente et l'accès à ces matériaux, soit des surplus sur les chantiers, mais également des retours de matériaux qui sont toujours en très bon état, qui pourraient être utilisés pour certaines applications. La cinquième stratégie, c'est tout ce qui est au niveau reconditionnement, remanufacturing, refabrication, réutilisation de certains composants. Là, ce qui est important, c'est aussi de concevoir vos produits pour le désassemblage. Un des exemples qui est en cours de construction à Bissen, c'est un parking qui a été conçu pour être adaptable, mais aussi démontable et remontable dans le temps. L'idée, en fait, c'est de faire face à ce changement au niveau de la mobilité, parce que quand vous concevez un parking, vous avez une idée de plus ou moins du nombre de places de parking qu'il y aura sur la zone d'activité ou sur votre entreprise, mais souvent, il y aura une évolution, soit positive ou soit négative. Et donc, c'est de voir comment vous pouvez, en fait, rendre ce bâtiment et gérer, en fait, le risque, parce que là, c'est vraiment une gestion de risque économique, pour avoir une adaptabilité dans le temps. Donc là, ça demande une conception, mais également un modèle économique derrière. Donc ça, c'est un des premiers exemples au Luxembourg de parking démontable et remontable à Bissen. Ce qu'on a vu aussi, c'est le reconditionnement, qui devient un marché très important. Là, je cite l'exemple de Back Market, mais c'est de penser en fait à tous vos articles électroniques. Il y a possibilité d'un reconditionnement, soit d'acheter en amont, ou soit de réfléchir quand vous créez un contrat avec votre prestataire ou fournisseur d'équipements électroniques. Et toutes les entreprises ont des équipements électroniques, là, en tout cas, que ce soit d'un point de vue administratif ou d'un point de vue productif. Et c'est de réfléchir à est-ce que c'est possible d'avoir des contrats de réutilisation, de maintenance ou d'avoir des produits qui sont reconditionnés derrière et d'avoir une garantie du fabricant. Et là, un autre exemple, c'est la refabrication. Donc, il y a certains acteurs plus dans l'industrie qui se positionnent aussi là-dessus. Là, c'est Renault qui, là, c'était déjà en 2012, mais en fait, ils ont une usine en Europe qui est dédiée à la refabrication, soit de certaines pièces moteurs, mais c'est toute une usine qui est dédiée à ça. Donc, ils récupèrent les vieilles voitures et ils réutilisent certains composants pour les mettre dans les nouvelles voitures. La dernière boucle, c'est le recyclage. Même si on en parle déjà beaucoup du recyclage, je pense que dans 80% des cas, le recyclage actuel, c'est du downcycling. Ça veut dire que c'est une perte de qualité. On va dire qu'il y a beaucoup de recyclage dans le plastique, dans d'autres composants. Et en fait, on a une perte de qualité de la matière. Soit parce qu'on ne connaît pas la matière en amont, ou soit parce qu'en fait, on va mixer plusieurs qualités ensemble et on aura une moyenne de la qualité du produit.
Vous prenez ça dans le PET, vous prenez ça dans l'acier, l'exemple de l'acier, enfin, vous pouvez avoir des aciers de très haute qualité, mais si ensuite vous mettez tout dans la même benne et vous ne distinguez pas les différents aciers, avec ceux qui ont des carbures dessus, de tungstène ou pas, vous obtenez en fait un mix de tout, même si vous reproduisez un acier, ce sera quand même pas de la même qualité que vous aurez eu en amont si vous avez conçu le produit ou soit fermé la boucle d'une certaine manière que ça permette de garder cette valeur. Et là, il y a certaines entreprises qui essaient de se positionner là-dedans, et là, ça demande une conception assez différente des produits. Notamment ici, c'est Adidas qui essaie en fait de voir comment une chaussure peut être totalement recyclable. Pour l'instant, les chaussures, c'est 40-50 composants différents, et en principe, c'est pas recyclé. Et là, l'idée, c'est de réduire en fait le nombre de composants et d'avoir un seul composant pour permettre cette recyclabilité. Ici, vous avez l'exemple de Mud Jeans qui offre des achats, mais aussi une location de jeans qui sont de manière plus écologique, soit avec du coton organique. Mais l'idée, en fait, c'est de concevoir et de voir comment l'impact de la conception du jeans peut faciliter le tri des différents matériaux qui sont sur le jeans et de faciliter ce recyclage en aval de la chaîne de valeur. L'autre exemple ici, c'est plus dans le côté biologique, mais qui est assez intéressant, c'est le marc de café. Vous en avez partout dans les restaurants, dans les bureaux. Et en fait, ce marc de café, c'est pour l'instant une ressource qui est très peu utilisée, hein. Soit c'est dans le compost organique. Et cette entreprise Permafungi, qui est à Bruxelles, a découvert que c'est un substrat très fertile pour la production de champignons. Et elle s'est dit, mais en fait, on va fermer la boucle et utiliser cette matière qui est pour l'instant un déchet et de l'utiliser comme matière première dans notre fabrication de champignons. Donc c'est un concept qui a été lancé déjà il y a plusieurs années et qui est assez efficace actuellement. Donc ils vendent toute une sorte de produits dérivés des champignons, autres que les champignons. Et en fait, ils récupèrent le marc de café dans les différents commerces et bureaux sur la région de Bruxelles. Donc voilà, donc là j'ai essayé en fait à travers les différentes slides de vous montrer différents exemples de qu'est-ce que ça voulait dire l'économie circulaire en pratique. La question que vous vous posez sûrement, mais je commence par où? Au niveau de mon entreprise. Et l'idée c'est vraiment de garder en tête cette image, parce qu'en fait il y a les différentes étapes, quelle que soit votre place en fait, quel que soit le type de modèle économique que vous avez, que vous soyez dans le textile, dans l'alimentaire, vous allez utiliser des équipements et de la matière première, que ce soit pour vos services. Et l'idée, c'est de vous poser à ces différentes étapes au niveau des achats, premièrement. Est-ce que vous ne pouvez pas intégrer des critères d'achat, que ce soit pour vos équipements électroniques, que ce soit pour l'utilisation de l'eau, de l'énergie et des matériaux dans vos bâtiments que vous avez? De voir au niveau du packaging, est-ce qu'il n'y a pas des partenariats que vous pouvez faire pour éviter l'usage unique? Donc il y a toutes ces questions que vous pouvez poser en amont de votre business. Dans votre business, en fonction du service ou du produit que vous développez et que vous vendez, vous pouvez vous poser cette question par rapport à la réparabilité, le partage, l'équipement, des services additionnels que vous pourrez mettre par rapport à la location, la réparation, le leasing. Maintenant, vous pouvez aussi vous poser la question, mais moi je suis un acteur de l'assurance, quelle est ma place là-dedans? En fait, il y a un besoin, ou même de la fiscalité, il y a un besoin énorme de conseils et d'accompagnement pour tous ces modèles en fait, de location, de mise en accès, de comment mettre ça en pratique, parce que ça change vraiment le modèle économique de la vente, et en fait, c'est toi qui es en charge de tout ça. Là, vous restez propriétaire du produit, donc il y a aussi un besoin de ces acteurs de pouvoir offrir des solutions. Et également en aval de penser qu'est-ce qui se passe après avec mes produits. Est-ce que je ne peux pas capitaliser là-dessus ou même me positionner dans ce marché de la seconde main, du reconditionnement ou d'établir en fait des contrats de take-back avec certains fournisseurs. Il y aura notamment une solution qui sera présentée par Composite et qui permettent en fait de fermer la boucle, mais aussi d'avoir une plus-value économique par rapport à votre business. Ce qui est important dans toute cette transition, c'est de vous dire, en fait, l'économie circulaire, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas de devenir 100% circulaire, ce n'est pas le but ici. L'idée, c'est vraiment d'offrir un panel de solutions
d'outils qui vont vous permettre en fait d'adresser vos challenges business. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est quels sont en fait mes challenges au quotidien, demande client, compétition, au niveau de l'approvisionnement de mes matières, d'analyser un peu tous ces challenges et de voir en fait comment l'économie circulaire et ces stratégies, ces principes-là peuvent en fait s'intégrer à la fois dans votre stratégie globale, mais également au niveau de votre produit et de vos processus et services que vous offrez. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir créer vraiment une plus-value pour votre entreprise. Et deux aspects importants à considérer, c'est à la fois la conception des produits, mais de chaque fois de le mettre en combinaison avec votre modèle économique. Parce que vous pouvez créer un produit et concevoir un produit qui est adaptable, qui est démontable, qui est réparable, par exemple. Mais si derrière, vous n'avez pas un modèle économique qui vous permet peut-être de capitaliser sur de capturer cette plus-value que vous avez intégrée dans le produit, ça n'ira pas. Et l'inverse également, si vous vendez un service de réparation, et alors que vous vendez également des machines-outils, mais que vos machines-outils, vous ne travaillez pas avec le fournisseur pour que vous ayez accès à des pièces de rechange ou qui soient facilement démontables, bah, ça va être très difficile en fait d'offrir un service de réparation efficace et aussi économiquement rentable. Voilà qui termine ma présentation. Et la dernière peut-être élément, c'est vraiment de se poser cette question parce que en fait, Pete Seeger, c'est en fait un chanteur américain. Il n'a rien à voir avec l'économie circulaire. Mais dans une de ses chansons, en fait, il dit que si vous regardez tous vos produits en fait autour de vous, et s'ils ne peuvent pas être réutilisables, pas recyclables, pas reconditionnés, posez-vous la question vraiment, est-ce qu'ils ne devraient pas être soit supprimés, soit repensés? Et donc c'est vraiment ça qui est important de vous poser tout autour, tous les équipements que vous utilisez au quotidien, des produits et dans votre business model également. Voilà qui termine ma présentation. Merci beaucoup Thibaut. Chouette présentation, beaucoup d'exemples concrets, pratiques, de pistes de réflexion et d'angles d'attaque dans cette présentation. J'espère que des idées germent de votre côté dans les participants. Si des idées ont germé, n'hésitez pas de regarder le Circular by Design Challenge que Madame Laurence Stock a présenté au départ. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant, mais c'est un challenge qui propose un coaching de 12 semaines pour développer justement vos produits et services en ligne avec la circularité. Donc, si vous avez une idée qui vous a traversé l'esprit, la perdez pas. Donc, on va passer maintenant à notre prochain intervenant, qui est du coup Jérôme Direx de chez Terra Matters, qui va nous présenter le PCDS et nous en dire un peu plus pour savoir un peu comment on va l'utiliser dans l'avenir. Je vous laisse partager votre présentation. Oui, je vais essayer. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? On vous entend. Pas encore la présentation, mais je vous confirme dès que c'est bon. D'accord, j'essaye. Normalement, il y a un petit bouton partager, share. Ça dépend dans quelle langue c'est chez vous. Ah, il y a quelque chose qui se passe. C'est bon, c'est en grand, vous pouvez y C'est aller. bon? D'accord, très bien. Donc merci pour l'opportunité de présenter le Product Circularity Datasheet. Voilà, et Terra Matters. Donc un mot rapide sur Terra Matters avant de rentrer dans le concret sur le Product Circularity Datasheet. Voilà, donc nous sommes un groupement d'intérêt économique qui a été créé en décembre 2022, donc c'est assez récent, sous l'impulsion donc du ministère de l'Économie et de la Chambre de commerce. Et voilà, en résumé, on a plusieurs missions, mais elles se concrétisent autour de trois actions principales. La première, donc, c'est de promouvoir l'économie circulaire auprès des sociétés, de manière générale, donc au Luxembourg et dans les environs, pour résumer. La deuxième priorité, donc, c'est de développer le PCDS, donc de lancer le PCDS d'un point de vue commercial, parce que comme je vais vous le montrer, le PCDS est avant tout une solution commerciale permettant de favoriser l'économie circulaire. Donc de lancer la solution commerciale, mais aussi tout l'écosystème qui va autour. Et dernièrement, donc c'est de développer des normes autour de l'industrie de l'économie circulaire
Donc c'est un peu ambitieux, mais bon voilà, c'est surtout de promouvoir finalement ce qu'on pourrait appeler des best practices, donc des meilleures pratiques. Voilà, donc ça c'est un petit mot par rapport à Terra Matters, ce qu'on est, et je vais rentrer maintenant plus en détail sur le PCDS, donc le Product Circularity Datasheet. On reprend finalement un schéma qui a été montré par Thibaut tout à l'heure, mais également par Laurence. Voilà, donc on part d'un constat, c'est que finalement dans ce qu'on appelle une chaîne de valeur ou une chaîne de production qui est assez complexe, hein, finalement vous avez ce qu'on appelle des tiers, des producteurs, des distributeurs, des clients et puis finalement des recycleurs. Le schéma d'un produit jusqu'à ce qu'il arrive dans les mains d'un client est complexe. Il passe par différentes étapes, donc depuis un produit brut, donc une matière première, vers des produits intermédiaires et finalement des produits finis qui sont ensuite utilisés. Et dans toute cette chaîne de valeur, eh bien, vous avez voilà, ces produits intermédiaires qui circulent. Et finalement, le client se retrouve souvent avec un produit dans les mains à propos duquel il n'a pas vraiment d'informations. Il ne sait pas vraiment ce qu'il a dans les mains. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut en faire. Est-ce que c'est un produit qui est réparable? De quoi est-ce qu'il est composé? Et donc, pour cette raison, ce produit, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, ben, la plupart du temps, il termine à la poubelle. Et c'est ça le problème de l'économie linéaire. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve finalement à la poubelle et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces informations? Parce que ben, les informations, en même temps que le produit, ne remontent pas cette chaîne de valeur pour différentes raisons, parce que les informations ne sont pas standardisées et donc on ne sait pas comment les agréger, on ne sait pas comment les traiter pour arriver à une information qui soit synthétisée et actionnable. Et souvent aussi, je pense, la raison la principale pour laquelle on se retrouve sans information, c'est essentiellement parce que disons que les fournisseurs intermédiaires sont très réticents à partager de l'information qu'ils vont considérer comme étant de l'information confidentielle qui est du domaine du secret de fabrication et donc ne vont pas vouloir partager ces informations et donc raison pour laquelle vous vous retrouvez avec voilà, un manque d'informations sur votre produit final que vous avez dans les mains. Et voilà, donc ça c'est le constat de départ et c'est ce à quoi on essaye de résoudre, d'apporter une réponse avec le PCDS. Donc le PCDS en soi, je vais rentrer plus dans le détail, mais pour schématiser, c'est vraiment une solution qui va vous donner au fur et à mesure de cette chaîne de valeur, qui va suivre la chaîne de valeur et qui va vous donner des informations sur les propriétés circulaires des produits que vous avez au fur et à mesure, jusqu'à vous donner donc les propriétés circulaires du produit final que vous avez dans les mains. Encore une fois, il suit toute la chaîne de valeur depuis le tout départ, il s'agrège au fur et à mesure et en fin de compte va vous donner des informations de base sur voilà, les propriétés circulaires, sur la composition du produit et qu'est-ce que je peux en faire. Et donc finalement, un peu pour reprendre tout ce qui a été dit déjà maintenant jusqu'à présent, vous permettre de refaire cette boucle, puisque en fonction de ce produit, soit vous allez pouvoir allonger sa durée de vie, le réparer, le démonter, et donc avoir différentes options pour ne pas le mettre à la poubelle. Le PCDS, en résumé, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer un exemple beaucoup plus concret, mais voilà, ça tourne autour de six points principaux. Donc, c'est un langage commun avant tout pour décrire les caractéristiques circulaires. Comme je l'ai montré, donc c'est un système B2B avant tout et qui donc respecte la chaîne de valeur et qui remonte toute cette chaîne de valeur en permettant un échange d'informations. Ça permet donc, ça respecte les principes de l'économie circulaire et ça permet donc d'avoir des produits qu'on pourrait appeler plus sains pour l'économie et pour l'environnement. Un point qui est très important, donc ça rend vraiment les produits transparents. Donc pour le producteur, ça lui permet d'avoir une vraie transparence par rapport à qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il met sur le marché.
Et surtout, ce qui est très important, ça permet de ne pas, ça permet de respecter cet aspect de confidentialité, encore une fois, qui est très important. Et dernier point, pour nous, c'est voilà, ça permet de réduire des coûts, puisque l'information, elle circule de manière standardisée. Peut-être une petite parenthèse, le Product Circularity Datasheet, donc c'est une solution commerciale que nous, on va commercialiser bientôt, mais c'est aussi, je pense, c'est un point important, c'est aussi une norme ISO qui est en cours de développement, sous l'impulsion du ministère de l'économie, donc ce sera la norme ISO 59040. Et donc, voilà, je pense que c'est un point important parce que en adoptant notre produit, l'idée, c'est aussi que derrière, vous adoptiez une norme ISO, donc une best practice, donc une bonne pratique, internationalement reconnue et qui est en cours de développement. Donc, pour nous, c'est un argument commercial assez fort et qui, a priori, fait ses preuves. Voilà, maintenant, je vous montre un petit exemple par rapport à un pantalon ou un jeans. Voilà, donc sur la base d'un jeans, notre PCDS, vous avez ici sa structure, il reprend toujours la même structure et c'est une structure qui est immuable et qui reste toujours la même, peu importe les produits. Et c'est ça qui fait la force finalement de notre solution, c'est qu'elle reste toujours la même, les questions sont toujours les mêmes et les affirmations sont toujours les mêmes. Toutes ces affirmations ne sont répondues que par des questions qui sont vraies ou fausses. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'initiatives de ce type qui existent, mais qui ont du mal vraiment à se généraliser. Pourquoi? Parce que les questions et les informations sont différentes, ne sont pas toujours les mêmes, ne sont pas toujours récurrentes de la même manière, et finalement sont sujettes à beaucoup d'interprétations et nécessitent un fort travail de recherche. Nous, avec le PCDS, on a un système qui est standardisé, encore une fois, qui se base sur cette norme ISO, et les réponses, enfin les questions, les affirmations sont tout le temps les mêmes et ne peuvent être répondues que par true ou par false, ce qui facilite forcément beaucoup le travail de standardisation et le travail d'automatisation. Donc les cinq chapitres en fait du PCDS sont les suivants. Donc vous avez une première section qui est générale, donc les informations générales pour identifier le produit, identifier la production. La deuxième section qui est importante, donc c'est renseigner sur la composition du produit. Donc par exemple, est-ce que le produit est lui-même composé de produits, d'éléments recyclés, en renseignant sur dans quelle proportion. Une deuxième section qui est très importante, encore une fois, ce sont des exemples, et c'est dans quelle mesure est-ce que ce produit est composé de produits toxiques ou de produits de ce qu'on appelle du domaine de REACH, et dans quelle proportion. La troisième section, et là maintenant dans les trois sections qui suivent, là, on reprend vraiment les schémas, les sections importantes de l'économie circulaire. Donc est-ce que le produit a été désigné, enfin a été conçu dans une optique de meilleure utilisation? Donc par exemple la question c'est est-ce que le produit peut être réparé par une personne donc plus ou moins formée à la réparation du produit. La section suivante, est-ce que le produit a été conçu pour être désassemblé? Donc une question typique, c'est est-ce que le produit a été conçu pour être installé et démonté en utilisant des connecteurs réversibles? Donc les connecteurs réversibles, pour votre information, ce sont des clous ou des vis, à contrario de la colle qui est par nature et permet difficilement de mettre en place de l'économie circulaire. Et la dernière section, c'est est-ce que le produit a été conçu pour être réutilisé? Donc, est-ce que le produit en tant que tel peut être réutilisé avec des modifications minimum ou est-ce que le produit peut être composté, par exemple? Donc, encore une fois, voilà, ça c'est la structure qu'on a tout le temps pour un PCDS. Les exemples que je vous ai montrés, ce sont vraiment que des exemples. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça permet d'avoir vraiment une fiche d'identité sur les caractéristiques circulaires du produit qu'on a dans les mains. Le PCDS repose sur trois piliers principaux. Donc, comme je vous l'ai montré, c'est un template de données qui reprend à chaque fois les propriétés circulaires des produits, mais c'est aussi le deuxième axe. Donc, c'est un système de vérification par une partie tierce, parce que ce qui nous semble important, c'est de mettre justement un système qui soit fiable et qui empêche de faire du greenwashing. Il y a un certain nombre d'initiatives de ce type, encore une fois, qui existent. Mais on se pose toujours la question sur quelle est la véracité des informations que j'ai dans les mains. Ici, avec ce qu'on veut mettre en place et au travers de la plateforme, il y aura la possibilité
d'aller vérifier que ce qui a été rentré dans un PCDS, ce sont vraiment des statements, enfin des affirmations qui sont correctes et qu'on peut vérifier. Et donc, on en aura le loisir sur une base échantillonnaire d'aller vérifier que l'information est effectivement correcte. Et enfin, le troisième axe important, donc effectivement, pour permettre les échanges de PCDS ainsi que les vérifications, eh bien, il y aura une plateforme à mettre en place qui permettra donc justement d'échanger des PCDS entre les clients et les fournisseurs et donc de respecter toute cette chaîne de valeur. Voilà, pour terminer, pour conclure, et on me pose souvent la question, c'est quelle est la valeur ajoutée pour moi en tant que société par rapport à ce PCDS? Je pense que le PCDS aujourd'hui, on a une solution qui est en cours de développement. Elle n'est pas complètement finalisée. On travaille, on est un peu encore dans une partie exploratoire actuellement, et on va passer bientôt sur le développement au cours de 2024. Mais c'est une solution qui est économique, donc affordable, qui est universelle parce que avant tout, elle s'adresse pas à un seul produit, à une seule industrie. Elle est interopérable sur toutes les industries. Pourquoi? Justement parce que les affirmations sont tout le temps les mêmes et reviennent peu importe les industries. Donc, il n'y a pas de changement en fonction des produits des industries en question. Et c'est un système qui nécessite peu d'efforts. Comment est-ce qu'on y arrive? Justement, donc en ayant un langage commun et universel à travers tous les secteurs, en se basant sur une norme qui est standardisée et une norme donc sur cette norme ISO, un système qui est décentralisé, qui nous semble aussi important, donc au travers de cette plateforme sur laquelle finalement ce sont les sociétés qui vont rester propriétaires des PCDS qu'ils vont créer et pouvoir implémenter ça donc sur une base locale. Qui est interopérable, donc entre les industries, entre les produits, et surtout ce qui nous semble important, c'est qu'elle ne s'adresse surtout pas avant tout aux grandes entreprises, mais aussi aux petites PME, qui sont avant tout aussi concernées par la thématique de l'économie circulaire. Et finalement, sur laquelle on a un support, on a un réseau assez fort de ce qu'on appelle de parties prenantes et de plateformes de type Digital Twin ou passeport produit. On a travaillé pour développer la solution avec un certain nombre de parties prenantes. Donc, on a travaillé notamment avec Arcelor, Target, mais aussi avec des plateformes comme Toxnote ou Madaster qui nous ont supporté, qui nous ont permis d'affiner en fait la solution sur laquelle on travaille. Voilà, ça conclut un peu ma présentation. Peut-être juste un petit mot. Donc, comme je disais, on est en train de finaliser le développement de la solution à l'heure actuelle. On est dans une partie encore un peu, je dirais plutôt exploratoire. On rencontre des entreprises pour être sûr que notre value proposition, notre proposition de valeur correspond vraiment aux attentes des entreprises. On va passer sur une partie développement en deuxième trimestre de l'année prochaine et on aura une première commercialisation sur ce qu'on appelle des early adopters, je pense à l'horizon du troisième trimestre et quatrième trimestre de l'année prochaine. Donc ça se concrétise et actuellement on va plutôt cibler les industries du textile et de la construction. Qui, comme, enfin voilà, ce qu'on a pu voir tout à l'heure au travers de ce qu'a présenté Thibaut, ce sont des industries sur lesquelles il y a beaucoup d'opportunités en termes d'économie circulaire. Je pense que le textile, c'est voilà, c'est une industrie sur laquelle il y a beaucoup à faire en termes d'économie circulaire et de construction. Je pense que la réflexion est un peu la même. Donc voilà, vous avez ici mes coordonnées de contact et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Merci. Jérôme Direx. Merci beaucoup pour cette chouette présentation de Terra Matters qui offre du coup une approche structurée pour définir et partager les informations de conception sur vos produits circulaires. On va passer maintenant à Jean-Yves Marie de BIMWay qui va nous présenter la solution digitale qui aide la construction à aller vers la circularité. Je vous laisse partager votre PowerPoint. Juste, vous êtes en mute, encore pour le moment aussi. Bonjour. Ah, voilà, on vous entend. Bonjour. Allez, hop, je partage. Hop. Ça s'affiche. C'est pas encore en plein écran. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous Super. pouvez y aller. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je suis Jean-Yves Marié, le fondateur de la société BIMWay. Donc on est spécialisé dans
dans la création d'inventaires techniques des bâtiments dans le cadre de la construction, dans le cadre de la maintenance des bâtiments et de la déconstruction. Et on a créé une plateforme Reuse que je vais vous présenter aujourd'hui. Et surtout, je vais vous présenter la vision qu'on a, nous, sur l'économie circulaire dans la construction. Donc le Luxembourg, eh bien, le Luxembourg a une date clé, c'est le 14 février. Et le 14 février, dans le monde, c'est la Saint-Valentin. Mais au Luxembourg, c'est le jour du dépassement. C'est là où c'est là où on commence à vivre à crédit sur les ressources planétaires. Donc en fait, le Luxembourg a répondu d'une façon assez surprenante à ce problème en 2017 en créant la loi sur les ressources de l'espace. Et l'article dit que si vous allez chercher des matériaux sur un astéroïde, eh bien, quand vous rentrez sur le Luxembourg, c'est à vous. Donc ça, c'est une première réponse à aller chercher les ressources. Donc c'est une réponse un peu plus spéciale. Et enfin, en 2022, eh bien là, on a sorti le guide de la déconstruction. Donc, bien sûr, l'économie circulaire était arrivée, comme vous l'avez vu, depuis 2014, on en parle beaucoup, mais il y a eu dans la construction, le guide de la déconstruction qui, elle, fait en sorte que eh bien, les ressources sont autour de nous, dans la ville et sur le territoire, et qu'il y a moyen de les déconstruire pour les réutiliser. Donc, c'est concevoir les bâtiments comme des dépôts de matériaux, donc on a autour de nous des gisements particuliers, et créer des marchés pour les produits de matériaux et de la déconstruction. Donc ça, c'est sur quoi on travaille, nous, au sein de BIMWAY et de Reuse. Donc, vous l'avez remarqué avec les différents intervenants d'avant, c'est que, eh bien, le problème, c'est l'information. Donc, vous êtes peut-être familier du KYC, donc Know Your Customer. Nous, on a le KYB, Know Your Building. Comment connaître votre bâtiment? Parce que ce qu'on veut faire, c'est ramener la connaissance au sein d'un bâtiment et au sein des produits et des matériaux. On travaille sur différentes strates technologiques à différentes échelles et sur, bien sûr, la durabilité des produits. Au niveau technologique, eh bien, on va utiliser le scan 3D principalement, où on va scanner entre 8000 et 12 000 m² par jour et prendre environ 700 photos à l'heure. Ce qui va nous permettre d'avoir une base de données extrêmement complète du bâtiment. Et avec ça, on va pouvoir utiliser les images et le nuage de points pour faire de l'inventaire unitaire, nombre de portes, nombre de fenêtres, mais également pour pouvoir calculer la quantité de mètres carrés de moquette dans une pièce. Voilà l'objectif, c'est vraiment de quantifier et d'amener de l'information au niveau à l'intérieur des bâtiments et comment il est construit et comment il a été avec quel produit. Donc au niveau des échelles, eh bien, on a la plateforme Reuse qui, elle, permet de faire le lien entre le citoyen lambda et les fournisseurs, les producteurs, enfin les propriétaires de bâtiments et les artisans ou les compagnies pour faire du marché de l'occasion. On travaille à l'échelle du bâtiment pour aider les bureaux d'études et les propriétaires de bâtiments à comprendre est-ce qu'il est préférable de démolir ou déconstruire et quel est le coût, une analyse coût-bénéfice sur les différentes solutions. Parce qu'aujourd'hui, les bâtiments n'ont pas été conçus, les vieux bâtiments n'ont pas été conçus pour être déconstruits. Hein. Tout est collé, on utilise beaucoup de colle, de silicone, de ciment et choses comme ça, qui font que la déconstructabilité de certains éléments n'est pas encore disponible. Et ensuite, dans l'avenir, on travaille sur une échelle beaucoup plus grande au niveau de la ville et du territoire pour effectivement anticiper les gisements urbains, les gisements de matériaux, par exemple de métaux, de briques, de ciment, enfin de béton, qui seront disponibles dans un futur proche pour permettre aux architectes ou aux artisans de s'organiser pour pouvoir avoir plus de matériaux, plus de produits disponibles pour le réemploi. Et là, il va falloir qu'on travaille sur des plateformes de stockage et de redistribution qui sont pour la déconstruction, mais également qui peuvent être utilisées pour la construction.
Et au niveau de la durabilité, eh bien, voilà, le fait de pouvoir amener de l'information fait que on peut, dans un premier temps, avoir une consommation responsable, donc faire de la préfabrication, donc une optimisation énergétique du produit, étendre la durée de vie, bien sûr, c'est ce qu'on a discuté, donc avec des pièces détachées disponibles, mais aussi savoir construire pour déconstruire, c'est très important, le design de la construction. Et ça, c'est un mindset qu'il faut avoir à l'esprit maintenant. Comment, quand on construit, est-ce que je peux déconstruire? Et aussi savoir déconstruire également. C'est un savoir-faire qui doit être maintenant encore euh, augmenté. Et ensuite, bien sûr, reuse, upcycling, recycling, pour éviter de créer de nouveaux déchets. Donc vraiment essayer d'avoir cette circularité ou d'utiliser des produits de fin de vie pour faire des nouveaux produits. Donc la plateforme Reuse, c'est une communauté d'acheteurs et de vendeurs qui souhaitent vraiment avoir contribué activement à la mise en œuvre d'une économie circulaire. Et donc on commence à créer cette communauté. Donc on a 2 bâtiments qui ont été scannés, qui sont le bâtiment Eurofis et l'ancien bâtiment de la CNS qu'on a scanné et mis à disposition sur la plateforme. Et donc, on a 2 systèmes, une aide à la préparation, à la déconstruction et à l'élaboration d'inventaire. Donc, on va inventorier automatiquement tous les objets à l'intérieur du bâtiment, ajouter de l'information puisqu'on va aussi digitaliser la documentation technique. Et ensuite, les gens qui sont susceptibles d'être intéressés pour acheter, par exemple, ce luminaire qu'on voit à l'écran, eh bien, vont pouvoir réserver l'objet avant la déconstruction. Et donc, on va pouvoir planifier la déconstruction et éviter aussi la chaîne logistique de l'interstockage, déplacer l'objet d'un point A à un point B, qui va réduire le gain carbone qu'on aura fait sur la déconstruction. Et ensuite, on a une place de marché mince, une place de marché plutôt B2B, B2C, enfin B2C, pour les équipements qui sont issus de la déconstruction. Par exemple, si vous intervenez chez un particulier et que vous récupérez sa chaudière, bah, il n'y a pas d'intérêt à aller scanner le bâtiment la cave du particulier. Donc, on a créé cette marketplace qui vous permet de gérer des matériaux et des produits que vous auriez récupérés chez les particuliers ou chez des petits projets, mais aussi de mettre à disposition votre stock. Par exemple, suite à une erreur de commande, vous avez 50 luminaires qui vous restent sur les bras, eh bien, vous pouvez mettre à disposition sur cette marketplace. Et les gens ont la possibilité de créer des alertes en disant je cherche une porte en bois de 2 mètres par 80. Et dès qu'on trouve cette porte dans notre plateforme, eh bien, paf, on envoie une alerte et le client est au courant qu'on a trouvé l'objet qu'il cherche. Donc si comme nous, vous pensez qu'il est temps de réduire notre empreinte carbone, parce qu'il est temps, parce que sinon on est mal barré, eh bien, venez vous nous voir, contactez-nous, vous avez mon adresse email, mon numéro de téléphone, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup Jean-Yves Marié pour cette présentation et du coup que je pense que les personnes voient une application concrète des choses que Thibaut expliquait justement pour que les matériaux ne perdent pas leur valeur. Vu qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans le bâtiment, on peut le réutiliser facilement. Donc on va passer maintenant à notre petite success story, qui n'est pas si petite que ça, vous allez le voir, il y a eu pas mal d'obstacles, mais qu'ils ont surmonté. Il y a une véritable petite aventure derrière. Donc je laisse la parole à Nicolas Delvaux de chez Composil. On voit votre présentation, elle est en grand, vous pouvez y aller. On m'entend? Oui, on vous entend aussi. Parfait. Voilà, bonjour à tous. Merci en tout cas à la Chambre des métiers pour cette invitation à venir vous présenter Composil. Je me suis permis de demander à ma collègue Valentine, qui est la Sustainability Manager, qui m'accompagne sur le projet de réemploi et de recyclage à Luxembourg.
Donc voilà, donc juste un petit historique. Donc Composil Group, on existe depuis 1992. On est présent en Belgique, à Luxembourg, alors en France, mais sur Paris, le Grand Paris. On a une équipe aujourd'hui d'environ 70 personnes de bureaux ainsi que de techniciens. Notre core business, c'est encore aujourd'hui à 99% le nettoyage en profondeur des moquettes de bureaux via une méthodologie Casiasec qui est certifiée par l'ensemble des plus grands fabricants européens. Donc, pour un petit, en chiffres, ça donne 2 500 000 m² nettoyés par an sur les 3 pays. Nous nettoyons également 50 000 chaises, donc mobilier textile. Mais alors, pour en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui pour l'économie circulaire, donc là, depuis le lancement du projet le 1er septembre 2022, on a revalorisé 130 000 m² de moquettes et on a réussi à se constituer aujourd'hui un stock de moquettes de réemploi de 35 000 m² pour les 3 pays. Alors, Composil, ce qu'on essaye d'avoir comme vision de mission, plan d'action, c'est qu'on essaie de se positionner comme une société à impact, qu'on s'engage sur des solutions durables, hygiéniques et tout ça en intégrant une dynamique sociale. Pourquoi nous avons pris part à lancer ce projet? C'est parce que nous avons constaté que la production d'un mètre carré de moquette représentait 5 kg de pétrole raffiné et qu'il n'y avait aucune revalorisation derrière. Comme certains ont présenté avant, c'est-à-dire que lorsque nous faisons de la déconstruction, on met, ici on va rester sur les moquettes, mais c'est-à-dire qu'on envoie tout à l'incinérateur, donc on brûle du pétrole par du pétrole. Lorsque les moquettes sont peu nettoyées ou peu entretenues, on diminue la durée de vie. Donc là, je reviens à notre core business aujourd'hui, qui est vraiment le nettoyage en profondeur des moquettes, donc via la méthodologie qui est certifiée sur le fait que via notre méthodologie, on peut rallonger la durée de vie des tapis. Nous avons vraiment toujours été dans cet impact de durabilité. Le constat était qu'il n'y avait pas de marché de réemploi disponible pour ce qui est de la moquette et que près de 100% des moquettes usagées sont brûlées et donc ne sont pas recyclées. La mission de Composil, donc on vient d'en parler, donc le use, donc vraiment la partie nettoyage. Donc là maintenant on va se concentrer sur la partie du reuse. Donc le reuse, on va parler du réemploi et du recycle. Donc là on va vraiment parler du recyclage, là où nous sommes présents aujourd'hui. Donc le reuse parle de réutiliser des moquettes qui sont encore en bon état, qui sont sélectionnées par nos soins. Enfin, voilà, on est tous les jours sur des chantiers. Et alors sur la partie de recyclage, toutes les moquettes qui ne sont plus en bon état ou qui ne sont plus réemployables, en fait, nous les recyclons via notre partenaire qui est Tarkett Dessau, qui est aujourd'hui la seule société européenne, en tout cas, à avoir la chaîne de déconstruction et de recyclage des moquettes. Donc, c'est-à-dire qu'avec des anciennes moquettes, ils refont des nouvelles moquettes. Alors, la partie use, on en a déjà discuté et je vais laisser la parole à ma collègue Valentine. Voilà, donc il y a vraiment dans cette deuxième partie, donc ce deuxième service qu'on offre en plus de la partie use, le flux amont, donc qui est recherché des chantiers de déconstruction, et le flux aval, qui est la vente de DEL. Donc je vais commencer par le flux amont. L'idée, c'est vraiment que si un de nos clients ou un déconstructeur vient chez nous et nous propose un chantier de 10 000 m² de moquettes, qu'on puisse venir sur place pour faire un audit. C'est très, très important pour nous parce que en fait, on arrive du coup à déterminer le pourcentage de réemploi et le pourcentage de recyclage en venant examiner la moquette. Grâce à nos 30 ans d'expérience, on a vraiment pu développer une expertise poussée en la matière. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons sur 10 000 m², après l'audit, on se rend compte qu'il y a 6 000 m² de réemploi et 4 000 m² de recyclage. C'est évidemment super intéressant pour nous. Et là, on va, avec l'accord du client et du constructeur, venir sur place pour nettoyer dans un premier temps la moquette. Donc, on va nettoyer que la partie qui va être réemployée, pas la partie qui va être recyclée. Et puis, on va faire appel à des ateliers protégés. Donc, qui utilisent des personnes handicapées pour venir déposer la moquette, donc venir curer, enlever toute la moquette du bâtiment. On enlève tout, que ça soit réemploi ou recyclage. L'idée vraiment, c'est de proposer une solution clé sur porte, que le client n'ait plus rien à se soucier. Sur place, il y aura un pré-tri.
donc entre ce qui va être réemployé et recyclé. Donc, c'est assez simple, hein. Imaginons que vous avez une moquette qui est découpée ou une moquette qui est abîmée, ben, elle va directement au recyclage. Une moquette qui est encore en bon état va être envoyée à l'atelier protégé, où il y aura un second tri qui sera réalisé, celui-là beaucoup plus poussé, avec des critères bien définis, donc l'état de la moquette, la fibre, sur les coins, les côtés, enfin voilà, on a développé toute une méthodologie. Et ces moquettes seront reconditionnées. Donc, dans mon exemple, toujours, là, j'ai 6000 m² de moquettes qui vont être nettoyées, triées et remises en boîte. Les 4000 m² seront, comme l'a dit mon collègue Nicolas, envoyés au recyclage. Alors, on travaille de manière privilégiée avec Target. Donc, ce sont les seuls qui peuvent réutiliser l'intégralité de la moquette. Donc, ils font bien de l'upcycling. La fibre redevient de la fibre et le backing, donc la sous-couche, si vous voulez, en dessous, redevient de la sous-couche. On a par contre évidemment tout type de moquettes dans les bâtiments. Donc, puisque quand on déconstruit, il y a parfois des bâtiments de plus de 20 ans. Et donc, certaines moquettes ne sont pas entièrement recyclables. On a d'autres partenaires pour toujours essayer de jeter le moins possible à un incinérateur et de faire en sorte qu'un maximum soit recyclable. On donne des certificats non seulement pour le réemploi, mais également pour le recyclage. Et alors, chose très, très importante, la partie réemploi est gratuite. La partie recyclable, par contre, est payante. Donc, je répète, c'est bien gratuit. L'idée, c'est en fait que c'est notre coût d'acquisition. Donc, les 6000 m², toujours dans mon exemple, vont rentrer dans notre stock et vont pouvoir être revendus après dans le flux aval, donc la vente de dalles de moquette. Donc, c'est un très bonne suite pour expliquer donc la deuxième partie, le schéma sur la droite du slide. Donc, mes 6000 m² de moquettes sont dans mon stock. Comme l'a dit mon collègue Nicolas, nous avons pour l'instant 35 000 m² de moquettes, donc c'est déjà un très, très beau stock, avec des très belles références. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour pouvoir aller et jeter un coup d'œil. Imaginons que vous avez un plateau de 1000 m², vous décidez d'acheter chez nous des moquettes de réemploi qui sont toujours d'excellente qualité. On vient les livrer chez vous ou vous venez les chercher, comme vous voulez. Et ensuite, on fait appel à un poseur professionnel. C'est très important cette partie-là. On ne pose pas nous-mêmes. On sous-traite en fait cela à des poseurs. Chacun son métier. En fait, nous, c'est la déconstruction et la vente de dalles. Donc, on a évidemment des partenariats privilégiés avec certains poseurs et donc on envoie les adresses sans souci à nos clients. Et l'idée, c'est qu'une fois que la moquette est posée, il y a une remise en état technique sur la moquette de réemploi. Et donc ça, de nouveau, c'est assez important. Si vous voulez, quand vous avez de la moquette neuve, les fibres, elles sont toutes droites et donc il n'y a aucun souci. Quand vous avez de la moquette de réemploi et que vous mettez deux moquettes l'une à côté de l'autre, si vous ne faites pas la remise en état technique, on va plus facilement voir le joint en fait entre les deux moquettes lorsqu'elles sont posées. Et donc, on a développé une méthodologie spécifique pour faire en sorte que quand la moquette est posée, on ne voit pas les joints et que ça fasse comme le neuf. Évidemment, si à la fin de ce procédé, vous voulez souscrire à notre méthodologie pour le nettoyage, donc notre Carpet Caring Programme, comme mon collègue Nicolas vous l'a mentionné, c'est avec grand plaisir. Ça pourra peut-être donner une troisième vie à nos moquettes, puisque notre méthodologie permet de rallonger de plus de 40% la durée de vie des moquettes. Une chose peut-être importante aussi, le prix, toujours, des moquettes de réemploi. On est pour l'instant entre 17 et 22 euros la moquette et c'est toujours au moins la moitié du prix d'une moquette neuve. Donc, vraiment, on prend que des moquettes de qualité. Donc, on va vous prendre, pour ceux qui connaissent, des Airmaster ou des Desert, donc vraiment les moquettes de grosse qualité parce que malheureusement, quand ce sont des moquettes d'entrée bas de gamme, généralement, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Par contre, on peut toujours offrir une solution de recyclage pour les clients qui sont intéressés. Donc voilà, on travaille, comme je l'ai dit, avec le Restart de Target pour le recyclage, mais également avec Vanade et d'autres pour les moquettes qui ne peuvent pas être recyclées intégralement. Peut-être deux business cases pour un peu marquer mes paroles. On a donc en janvier de cette année-ci été déposé à Bruxelles une des tours NJ, donc c'était 22 000 m², qu'on a déposé en 5 semaines. Donc ça veut dire qu'on a enlevé l'intégralité de la moquette en 5 semaines. On a commencé par nettoyer les 17 000 m². Ensuite, on les a toutes enlevées. Là, on a travaillé avec des ateliers protégés.
qui ont ensuite fait le tri sur place. Donc, vous voyez les photos, la troisième colonne, ce sont des personnes qui ont fait le tri dans le parking parce qu'en fait, le client voulait réutiliser la moquette sur site. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que on pousse parce que c'est toujours super intéressant de pouvoir réutiliser la moquette au même endroit. Là, malheureusement, la partie reuse est payante. C'est pas le même prix que si vous achetiez évidemment de la moquette chez nous, mais on facture évidemment notre service de nettoyage, de tri. C'est le seul cas où c'est payant, sinon c'est entièrement gratuit. On facture que le recyclage, comme je l'ai répété, comme je vous l'ai dit il y a peu. Ça nous a permis de sauver 220 tonnes de CO2 et il y a plus de 9000 m² qui ont été mis sur site, donc on était super contents de ce projet. Par rapport au Luxembourg, Bomolux, on en a déjà entendu parler plus tôt ce matin. On a également travaillé avec eux parce qu'ils avaient un plateau de 410 m² qu'ils voulaient remplir avec de la moquette et ils ont sélectionné la moquette de réemploi. Donc, ça a permis d'économiser 4,1 tonnes de CO2 sur le projet. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Nicolas. Voilà. Et donc, chez Composite, on essaie toujours de réfléchir à aller toujours plus loin. Donc là, on met quelques exemples. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur la photo de gauche, du fait qu'on nettoie 2 500 000 m² de moquettes par an, ça génère énormément de déchets. Donc, on essaie toujours de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets-là. Donc, on est, par exemple, occupé à étudier de faire, avec les déchets, de pouvoir faire des cloisons d'isolation, par exemple. Ou alors, sur la photo à droite, lors de notre méthodologie, on utilise une poudre pour vraiment des moquettes qui sont vraiment très, très sales. Donc, aujourd'hui, on l'achète dans des sociétés externes, mais on est occupé à regarder, par exemple, avec des scieries, etc., pour voir si on ne peut pas le faire directement nous-mêmes et pouvoir utiliser les déchets des scieries, en fait, qui sont aussi directement, normalement incinérés. Et alors, dans la photo du bas, c'est une société qui s'appelle Relief Furniture qui fait du réemploi de mobilier textile en Belgique, avec qui nous travaillons en partenariat. C'est-à-dire qu'eux vont dans des bureaux où on veut jeter, si vous voulez, le mobilier textile. Nous les nettoyons, ils les réparent et puis les vendent également sur le marché de la seconde main. Quand on voit le prix de sièges neufs aujourd'hui, parfois on peut trouver également des solutions en réemploi. Alors, Composil, donc depuis qu'on a lancé ce projet, donc comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis, de barrières qui nous font avancer tous les jours. Donc là-dedans, il y a encore peu, le prix de la déchetterie coûtait moins cher que le prix du recyclage. Donc, les constructeurs, on sait que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc, si ça coûte moins cher de jeter que de recycler, malheureusement, on jette. Donc, nous, on a toujours essayé de faire que pour nos parties de recyclage, voilà, je vais prendre maintenant un exemple vraiment qui a 100% que de recyclage, qu'on soit au même prix, voire un tout petit peu moins cher que de devoir le jeter à la poubelle. Surtout qu'aujourd'hui, les prix à la tonne dans les incinérateurs et dans les déchetteries augmentent d'année en année. Donc, nous, on ne va pas augmenter nos prix, mais en tout cas, aujourd'hui, on est au même prix, voire un petit peu en deçà de si jamais vous deviez payer la déchetterie. Donc, le but est vraiment de pouvoir donner l'accès à tout le monde de recycler sans devoir mettre la main au portefeuille en plus. Et alors, en termes de chiffre d'affaires, donc ça, ce sont vraiment des chiffres qu'on aimerait bien atteindre. Donc, pour ce qui est le nettoyage, tout en haut, donc le CA, on a fait un chiffre d'affaires de 5 millions en 2022. On aimerait faire 7 millions en 2025. Pour la partie maintenant qui est de recyclage et de réemploi, donc en 2023, on va faire un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Pour une deuxième année, on trouve ça très bien, mais en 2025, on aimerait bien atteindre un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et de pouvoir être présent sur beaucoup plus de chantiers de déconstruction ainsi que de construction sur également la vente de moquettes de réemploi. Quelque chose que c'est important à dire, donc comme on disait, donc on est certifié par tous les fabricants. Donc sur la vente de moquettes, on ne veut absolument pas devenir des concurrents aux grands fabricants de moquettes. Aujourd'hui, on a 35 000 m² de tapis qui sont environ sur 100 références. Donc là, les plus grosses références que nous avons aujourd'hui sont de 2000-2200 m² de la même couleur, de la même référence. On en a également des plus petites. Mais donc le but n'est pas du tout de devenir concurrent aux grands fabricants, mais on est vraiment en partenariat avec eux. Donc si demain vous avez un chantier avec, vous avez besoin de 10 000 m² du même tapis, de la même couleur, etc. Alors malheureusement, nous, on ne saura pas le faire, mais nous avons des clients et des projets où, par exemple, les salles de réunion sont faites en moquette de réemploi, où les couloirs sont faits en moquette de réemploi. Donc vraiment pour toujours aussi avoir du réemploi toujours présent dans votre bâtiment.
Et alors maintenant, sur le CO2 sauvé, donc on aura sauvé en 2023 20 000 tonnes de CO2. On espère en 2025, au fur et à mesure de nos projets, pouvoir en sauver 200 000 par an et continuer à augmenter. Voilà. Un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous deux chez Composil de nous avoir fait cette belle présentation et qui prouve que la circularité, c'est pas toujours plus cher. Donc ça peut être aussi une bonne option. Et un point que je tiens aussi à mettre en avant, c'est votre collaboration avec Bamolux, ou en tout cas la synergie que vous créez, qui prouve bien que les activités complémentaires doivent travailler ensemble pour se soutenir dans leur démarche de circularité. Ça aidera justement à faire progresser tout le monde. Je pense que maintenant, on peut aller vers les questions. De mon côté, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur les slides. Alors, les slides seront partagés, mais avant, je dois de mon côté encore d'abord demander la permission officielle à tous nos intervenants. Je vois aussi que Madame Toc a malheureusement dû nous quitter. Donc, s'il y a des questions pour Madame Toc, il faudra nous les envoyer et on lui transmettra par email. De votre côté, s'il y a des personnes qui ont des questions, c'est le moment de faire entendre votre voix ou de lever la main. Désolée, j'essaye juste de revoir dans le chat si j'arrive à y retourner. Maintenant, mon ordinateur n'est pas très collaboratif. Est-ce que de votre côté, vous voyez des mains levées ou quelqu'un dans le chat? Oui, vous pouvez dans Webex, il y a un endroit où vous pouvez lever la main pour montrer si vous avez une question. Vous en voyez? Non, on n'en voit pas? Ok, d'accord. Alors, ici, vous avez notre dernier slide qui est en fait le rappel des prochains événements qui vont avoir lieu. Aussi, à savoir, après la fin de ce séminaire, une fois que nous serons... Ah, nous avons une question? Alors, je n'arrive pas pour le moment à revenir. Attendez, on va essayer. Guillaume a le micro, alors, la personne qui a levé la main, on va vous ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser la question. Non? Alors, attendez, je vais essayer de mon côté, reprendre. C'est bon, je suis à nouveau sur les participants. Je vois les invités. La petite fenêtre. Madame ou Monsieur Lang, je vous donne... je vous unmute, si ça veut bien. Ou pouvez-vous vous unmuter vous-même de votre côté? Le bouton ne fonctionne pas de mon côté pour rendre... Attendez, on va essayer de rétablir le son. Non. Monsieur Lang, vous pouvez peut-être mettre votre question dans le chat. Ah, attendez, normalement, rétablir le son. Vous avez normalement dû récupérer le son. On a entendu quelqu'un? Je pense. Voilà, on vous entend. Oui, Allez-y, bon, dites-nous bonjour quelle à est tous. votre En fait, question. non, je voulais juste dire merci à tous les intervenants pour leur participation et les exemples très, très, très inspirants Oh, c'est qui très gentil. ont été donnés. Voilà. Je pense que ça leur fait certainement très plaisir aussi. Merci beaucoup. D'accord. Je ne vois pas d'autres mains levées. Du coup, un grand merci à tous d'avoir participé. Un grand merci à nos intervenants. Après la fin officielle du séminaire, vous allez recevoir un petit email avec un petit sondage. En fait, c'est juste pour savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux au niveau des prochaines organisations pour qu'on soit toujours raccord avec ce dont vous avez besoin et être disponible quand vous pouvez l'être aussi. Donc un grand merci à tous nos intervenants pour les chouettes présentations et à tous nos participants. Une très bonne journée à vous. Merci beaucoup.